Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Depuis hier après-midi, la CEI, la Commission électorale indépendante, a commencé à donner les premiers résultats des élections couplées municipales et régionales. Il s'agit dans un premier temps des résultats concernant uniquement l'élection municipale. Les résultats de plus de 100 communes ont été donnés hier par le porte-parole de la Commission électorale indépendante. D'autres résultats sont attendus aujourd'hui. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné hier à Abidjan en fin d'après-midi. Le chef du gouvernement rentre de Washington aux États-Unis où il a participé aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il a échangé avec les responsables des institutions de Bretton Woods sur les nouvelles perspectives de l'économie ivoirienne engagée dans une dynamique de croissance depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le chef du gouvernement ivoirien a aussi plaidé auprès de la communauté financière internationale pour la poursuite du financement du plan national de développement. Et à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan s'est exprimé devant la presse nationale et internationale. Il a fait le point de sa mission. Je vous propose de l'écouter. En résumé, il s'agit au niveau de ces réunions de parler donc de l'économie mondiale, comment cette économie peut rebondir, et ensuite de parler de la lutte contre la pauvreté. Fondamentalement, ce sont des grands thèmes qui ont donc été évoqués à ce niveau. Et je dois dire qu'il y a trois éléments importants que je peux retenir. D'abord, la rencontre avec le groupe Ecobank, avec Thierry Tano, qui vont faire des actions importantes sur la Côte d'Ivoire, notamment la construction d'un immeuble au niveau donc de la place de la République, de R+8, et disons que la participation au financement des investissements en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré aussi le président de Afreximbank qui nous a indiqué qu'ils ont dégagé une ligne de 500 millions de dollars, c'est-à-dire 250 milliards de francs CFA, pour aider les entreprises ivoiriennes donc, à repartir, notamment celles qui sont orientées vers l'exportation. Nous avons rencontré un groupe d'investisseurs, notamment des investisseurs, disons que des gens qui travaillent à la banque, des Ivoiriens qui travaillent avec la Banque mondiale, qui travaillent dans des banques américaines, en liaison avec des partenaires d'Arabie Saoudite, qui vont créer bientôt un établissement ici, et pour investir 75 milliards de francs CFA dans le domaine du logement ici. Il ressort de manière globale un intérêt très fort pour la Côte d'Ivoire, à différents niveaux, et qui fait que la Côte d'Ivoire est chaque fois sollicitée, soit pour intervenir. Nous sommes par exemple maintenant responsables du groupe dit donc 2 Afrique. Et à ce titre, nous avons travaillé avec 23 pays africains pour l'animation de ce groupe, que ça devient un élément très fort donc, de la politique au niveau du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc un intérêt très fort pour la Côte d'Ivoire, des financements qui vont venir sur le pays. Et je pense que ce qu'on peut vraiment souligner, c'est l'aura qu'a le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans tous ces milieux qu'il a déjà fréquentés et qui fait que beaucoup de portes s'ouvrent. Des experts du droit, des journalistes et des professeurs d'université se sont réunis hier lundi pour réfléchir sur l'usage de la parole et l'usage de la violence en Afrique. Une réflexion qui met au centre l'importance de la parole des leaders politiques dans nos sociétés africaines. C'est le club international de conférence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui a initié cette rencontre. Plus de détails dans ce reportage. Comme on disait nos parents avant, il faut essayer de savoir parler. Il faut tourner ta langue 2 fois, 10 fois avant de faire sortir une parole. Tu peux dire quelque chose que tu n'aurais pas dû dire à cette personne-là qui peut vraiment engendrer des palabres. Tout le monde est unanime sur le fait que parler sans tenir compte des conséquences de ses paroles ou ne pas peser les mots qu'on utilise est dangereux. Bien souvent, les propos incendiaires des hommes politiques ont entraîné des violences, des guerres dans nos sociétés africaines déjà fragilisées par les clivages ethniques, selon des spécialistes du droit et des professeurs d'université. Ils se sont réunis ce lundi à la faveur d'un colloque pour débattre de la question de l'usage public de la parole par les hommes politiques. On sait très bien que les grandes tragédies qui ont marqué l'Afrique depuis les indépendances ont été souvent caractérisées par des prises de parole qui ont en quelque sorte eu la fonction des bûchettes d'allumettes
sur, évidemment, un bidon d'essence. Il y a des paroles qui ont incendié l'Afrique. Le mensonge, le dénigrement, les préjugés, toutes ces formes de violence verbale ont entaché le langage des leaders d'opinion africains au détriment des projets de développement. Des élus politiques et administratifs aux guides religieux, l'exercice de la parole publique doit être mesuré et responsable pour éviter les conflits armés et civils, selon la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fatika Sarasako, à l'ouverture des travaux du colloque parlementaire. Cet échange d'idées a été organisé par le Club international de conférences de l'Assemblée nationale. La prévention des risques des catastrophes naturelles a été le sujet d'un atelier qui a réuni les experts des pays de la sous-région ouest africaine. Ils veulent mettre en place une plateforme nationale pour réduire les risques et gérer au mieux les catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre qui secouent bien de pays. On en parle avec Josias Brou et Justine Seydjike. En Côte d'Ivoire, les catastrophes naturelles les plus connues sont les inondations, les feux de brousse, la sécheresse et les tempêtes. Pour prévenir ces phénomènes dangereux, une étude sur l'analyse des vulnérabilités aux catastrophes et les capacités de réponse a été menée. Elle permettra de réduire au strict minimum les risques de catastrophes et de cerner l'état de vulnérabilité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en étau entre l'océan Atlantique et le Sahel. Et donc, en matière climatique, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Cette étude va mettre à notre disposition un document pour que dans la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes et de gestion des catastrophes, eh bien, nous puissions rechercher des solutions à tout ce qui a été identifié pour que la Côte d'Ivoire puisse être un pays qui puisse résister aux aléas qui vont venir. Selon le professeur Ochou Delphin, prévenir les risques est moins coûteux que la prise en charge des catastrophes. Et cette prévention permet une gestion rationnelle de l'environnement. La Côte d'Ivoire n'est donc pas exposée aux catastrophes hydrogéologiques telles que les grands tremblements de terre, car le territoire ivoirien est sur une zone plus stable. Par ailleurs, le faible tremblement de terre enregistré l'année dernière à Grand Laou n'était qu'un tremblement de terre ordinaire, ne causant pas de dégâts matériels et humains. L'actualité en Afrique, vous le savez, est marquée par la situation qui prévaut au Mali. À Kidal, dans le nord du pays, les forces tchadiennes continuent de ratisser le massif des Iforas pour déloger les islamistes cachés dans les montagnes. Les images. D'un plateau à un autre plateau, rocher par rocher, sous une chaleur accablante, l'armée tchadienne ratisse le massif de l'Adrar des Iforas. Objectif, débusquer les islamistes cachés dans ces montagnes. Fin janvier, ces soldats ont d'abord pris position plus au sud, à Kidal, à 1500 km au nord-est de Bamako, puis ils sont remontés en direction de la frontière algérienne, sur les hauteurs. À notre arrivée, on n'a pas trouvé une résistance quelconque, donc nous y sommes installés et par la suite, nous avons eu à nous déployer vers le nord, vers le nord-ouest et le nord-est. Précisément dans l'Adrar. Plus de 2200 soldats tchadiens ont été envoyés dans le nord du Mali. N'Djamena a investi 90 millions d'euros. Sur ce terrain difficile, les Tchadiens opèrent aux côtés de l'armée française. Ici, les militaires viennent de trouver une cache d'islamistes. Il y a beaucoup de nourriture en haut. C'est pas piégé ça, les sacs ils sont tout neufs. Donc je pense que vous pouvez les récupérer. Dehors, des dizaines de caisses de munitions éventrées, des cartons de livres, des documents en arabe qui attestent de l'application de la charia par les djihadistes. L'un d'eux, d'origine algérienne, vient d'être fait prisonnier. Dans cette zone géographiquement propice à la guérilla, le Tchad a subi de lourdes pertes, 36 morts, 74 blessés, selon le dernier bilan officiel. 3 mois après leur arrivée, les militaires ont le sentiment d'avoir accompli leur mission. Certes, bon, s'il y a eu des évadés, ne serait-ce que ceux qui sont sortis à pied. En dehors de ça, on a détruit leur base arrière, on a contrôlé entièrement toutes leurs bases. Mi-avril, le président tchadien a annoncé le retrait de ses troupes sans donner de date, car les Tchadiens sont victimes de leur efficacité. Ils sont la tête de pont de la force africaine engagée au Nord Mali, et la MISMA n'entend pas se priver d'un contingent qui a fait ses preuves.
N'Djamena, elle, voudrait que ce soit désormais l'ONU qui finance le déploiement de son armée. Poursuivons l'actualité sur le continent avec des informations brèves en images sur le Maroc, l'Égypte et la Mauritanie. Regardez. Coup de froid dans les relations entre le Maroc et les États-Unis. Le Royaume se mobilise contre la volonté américaine d'enquêter sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental dans le cadre d'une résolution des Nations Unies. Une manifestation de soutien à la position officielle marocaine s'est déroulée dimanche à Rabat et le Maroc a annulé des manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis. Revers pour le gouvernement égyptien qui a perdu en appel devant la Cour suprême administrative au Caire. La Cour maintient la décision de suspendre les élections législatives qui devaient se tenir ce mois-ci. Le gouvernement de Mohamed Morsi comptait sur ces élections pour que l'Égypte retrouve la stabilité alors qu'il est en négociation avec le FMI pour l'obtention d'un prêt crucial pour le pays. Le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, a passé en revue dimanche à Gao les troupes de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Il les a exhortés à ne pas relâcher la pression contre les islamistes, ajoutant qu'elles auront bientôt un mandat fort des Nations Unies. Kadri Désiré Ouedraogo a également affirmé qu'il avait bon espoir de voir l'élection présidentielle se tenir en juillet comme prévu. 3 partis politiques mauritaniens, le MPR, le Renouveau démocratique et l'ADIL, jusqu'à présent dans la majorité présidentielle, ont décidé de rejoindre l'opposition démocratique en créant l'Alliance patriotique. Cette alliance propose la mise en place d'un gouvernement d'union nationale devant organiser de futures élections législatives. Elle se démarque d'une autre partie de l'opposition qui réclame la démission du président Mohamed Ould Abdelaziz et exclut de participer aux prochaines élections. Dans le reste de l'actualité et hors du continent africain, faisons d'abord une première escale aux États-Unis où les enquêtes sur les explosions de Boston se poursuivent. Ensuite, nous irons au Paraguay, en Birmanie et à Guantanamo. Il a repris conscience. Il commence à répondre par écrit aux questions des enquêteurs. Dzhokhar Tsarnaev, le suspect des attentats de Boston, est toujours hospitalisé. La police l'interroge sur d'éventuels complices et d'éventuelles bombes qui n'auraient pas explosé. L'enquête se concentre aussi sur le parcours de son frère aîné, abattu par la police. Il avait séjourné l'année dernière au Daghestan, en Tchétchénie et dans le Caucase russe et s'était radicalisé. Le FBI, pourtant alerté par la Russie, ne l'avait pas particulièrement surveillé. Il se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques. Il a 56 ans. Il est un des hommes les plus riches du pays. Horacio Cartes a été élu président du Paraguay. Écarté il y a 5 ans, le parti Colorado, qui a dirigé le pays pendant plus de 60 ans, revient donc au pouvoir sous les traits de cet homme d'affaires souvent comparé à Berlusconi. Il a battu haut la main son adversaire Efraín Alegre. Une élection accueillie par une vague rouge aux couleurs de ce parti historique qui traîne l'image d'un parti corrompu et clientéliste. La Birmanie épinglée par Human Rights Watch. L'ONG accuse Rangoon de s'être livré à un nettoyage ethnique contre les 800 000 Rohingyas qui vivent sur le sol birman. Cette minorité musulmane privée de nationalité par l'ex-junte entretient des rapports conflictuels avec les populations locales bouddhistes. Des heurts entre les deux communautés ont fait 200 morts. L'ONG de défense des droits de l'homme dénonce des meurtres, des déplacements forcés et l'existence de charniers. La Birmanie dément. À Guantanamo, la grève de la faim fait tache d'huile. Plus de la moitié des 166 prisonniers refusent désormais de s'alimenter. Une quinzaine d'entre eux est nourrie de force. C'est une fouille des Corans vécue comme une profanation par les prisonniers qui a déclenché ce mouvement. Mais les avocats de ces détenus enfermés ici depuis 11 ans sans inculpation ni procès dénoncent un mal bien plus profond. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Et restez avec nous sur RTI 1. Vous pouvez réécouter ces informations sur notre site www.rti.ci. Se présenter à l'émission Le Juste Prix pour y être hôtesse,